Donc bienvenue à tous sur ce troisième live FTS sur la thématique de la construction d'un guide de style avec Gutenberg. Avant de commencer ce live, petite intro pour profiter de ce qu'on va vous dire là à fond. Il faudrait que tout le monde soit au point sur certaines choses. Il y a quand même des petits prérequis. Le prérequis numéro 1, c'est reconnaître des éléments HTML sur un site. Que vous soyez designer, notamment si vous êtes designer aujourd'hui, si vous savez pas reconnaître du HTML, si vous connaissez pas un minimum vos balises HTML5 et ce qu'elles signifient, de mon point de vue, c'est que vous ratez une grosse partie de votre job, même si c'est pas du design. Ça fait partie du dialogue qu'on se doit d'avoir avec les métiers, avec les autres métiers avec qui on bosse. Le deuxième point qui va être très très important, c'est il faut juste réussir à identifier ce que c'est une classe CSS et à comprendre à quoi ça sert une classe CSS sur une balise HTML. Parce que ça, c'est une des clés qui va nous aider à comprendre pourquoi Gutenberg, c'est hyper simple en fait. Le troisième point, bien sûr, avoir utilisé Gutenberg. Si vous savez pas ce que c'est Gutenberg, vous risquez de vous ennuyer aujourd'hui. Et le dernier point, c'est avoir déjà ouvert un soft qui vous permet de bosser des guides de style, que ce soit Figma, Sketch. Là, vous faites votre sauce comme vous le voulez. L'idée, c'est vraiment, par contre, que vous ayez un outil qui vous convienne, un outil que vous maîtrisiez, et un outil avec lequel vous pouvez exprimer justement tout ce qu'on va voir aujourd'hui sans galérer en fait. Donc pour commencer, on va voir ce que c'est un guide de style. Il y a pas mal d'amalgames qui sont faits. En fait, j'ai essayé de vous résumer ce truc, cette idée en 3 points. Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, notamment avec le design system. Un design system, c'est pas un guide de style en fait. De temps en temps, on utilise les terminologies on utilise ces deux terminologies en se disant que c'est la même chose. Le design system, on est sur quelque chose de beaucoup plus global en fait. Le guide de style, on est sur une documentation, parce que c'est avant tout une documentation qui est liée là pour le coup à un projet web. Donc l'idée, c'est que c'est une documentation graphique et comportementale s'il y a besoin. Il y a certains comportements qui n'ont pas besoin d'être expliqués, donc ne les expliquez pas s'ils sont logiques. Par contre, s'il y a des comportements hyper spécifiques, là, il faut les documenter. Donc, c'est une documentation de tous les éléments qui constituent votre produit. Vous appelez ces éléments comme vous voulez, des atomes, des modules, des pages, des composants. Ça, c'est du vocabulaire, mais l'idée, c'est que le guide de style, c'est la documentation sur laquelle on va tout retrouver. On va aussi, sur cette documentation, exprimer tous les éléments qui constituent notre produit dans les contextes dans lesquels ils sont utilisés. Le contexte par défaut, le contexte dans une certaine page, le contexte dans une certaine situation, etc. Ça, on va voir juste après. Et enfin, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas une documentation de créa pour les créas. C'est avant tout une documentation qui est destinée à tous les acteurs du projet, au sens des designers, bien sûr, des développeurs, mais aussi des clients. On fait valider les guides de style par les clients parce que et là typiquement sur le dernier guide de style sur lequel on bosse, qui est déjà bien avancé, qu'on va vous montrer, c'est un guide de style qu'on fait valider juste après la formation, le premier niveau de formation qu'on a fait aux clients sur Gutenberg. Donc du coup ça leur fait un pont assez logique. En gros, voilà un petit screenshot de ce à quoi ça peut ressembler. Bon là on est sur vous verrez, c'est un des exemples qu'on vous montrera sur un truc un peu extrême parce qu'il y a beaucoup de breakpoints qui sont traités. Mais l'idée, c'est que voilà, nous, les guides de style de notre côté, on les documente de cette manière-là. Voilà. Pourquoi maintenant avantage numéro 1 du guide de style, c'est que il vous offre 2 niveaux de vision sur votre projet, une vision macro, une vision micro. Micro, c'est plus au niveau de quand je constitue mes pages, etc., comment ça se passe. Et l'idée de la vision macro, c'est vraiment de se dire, en fait, cette documentation me permet d'avoir une vision globale sur mon projet et donc de questionner et de valider la cohérence graphique entre tous mes éléments. À partir du moment où vos éléments sont pas cohérents les uns avec les autres alors qu'ils sont pas encore mis en page, il y a déjà un problème. S'ils sont cohérents les uns avec les autres et qu'après vous les mettez en page, vous avez quand même beaucoup plus de chances que la mise en page soit cohérente. Un autre prétexte hyper important selon nous, c'est pas selon moi, c'est selon nous chez Fantassin, c'est d'offrir la possibilité d'échanger entre les métiers. En fait, si dès le début, notamment en dialogue designer-développeur, si dès le début la tech a une vision sur le guide de style, en fait, ça va vous permettre d'anticiper des effets de bord
qui sont générés par le graphisme, qui sont pas anticipés, et ça peut vous aider à anticiper beaucoup de choses en tech notamment. Et de toute façon, on le sait bien, dans le web, pour éviter le caca, il vaut mieux l'anticiper, ou sinon avoir du temps à perdre. Le dernier point du pourquoi, c'est simplement optimiser les évolutions du produit dans le sens de la cohérence, et bien sûr dans le sens de et à chaque fois qu'un produit évolue, c'est bien si on n'a pas besoin d'y passer 6 semaines en design et en tech. Là du coup on a déjà des outils, on a déjà des éléments rationalisés pour construire du visuel et après développer du fonctionnel. Voilà, donc la grande question maintenant, c'est pourquoi est-ce que nous on utilise Gutenberg pour monter nos guides de style. Déjà parce qu'on bosse principalement avec WordPress et Gutenberg, c'est une première bonne raison. Et la deuxième raison, c'est la nature même de Gutenberg, qui est, attention, cette slide, qui est la logique de bloc en fait. Construire un guide de style, c'est construire un référentiel, un répertoire d'atomes, de modules, de composants, etc. En gros, de blocs plus ou moins complexes en fait. Donc, et Gutenberg, de toute façon, pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps, vous le savez, Gutenberg, selon nous, c'est le point de ralliement entre les métiers du design, de la tech et les métiers de l'éditorial. Métier de l'éditorial qui, pour le coup, concerne le client en direct. Donc voilà. Pour rappel, Gutenberg, c'est un éditeur de contenu basé sur les blocs, avec c'est écrit sur la slide, des blocs de contenu, des blocs médias, des blocs de mise en forme et des blocs, nous on appelle ça des blocs d'interaction. Voilà. On peut aussi créer des blocs personnalisés, ou bien sûr on pourra les créer à partir des composants des blocs natifs. Donc l'idée c'est vraiment de se dire Gutenberg, il y a tout qui est prêt en fait. En fait, il y a une interface qui est directement branchée à la manière dont on pense le design aujourd'hui. Donc autant utiliser cette interface vu qu'elle est connectée à ça et vu qu'elle est aussi directement branchée avec la manière dont le développement se fait aujourd'hui, ou tend à se faire de plus en plus. Donc petit rappel, petit screenshot de Gut, et c'est voilà sur le côté que vous avez l'explorateur de de blocs. Donc on va se servir principalement de ça aujourd'hui. L'idée, c'est, je vais revenir en arrière. Avant de vous montrer un petit peu des guides de style qu'on travaille, en fait, l'idée c'est de passer sur tous les éléments de Gutenberg en fait qui vous permettent de générer, qui vous ouvrent les opportunités de booster votre guide de style, d'aller au-delà d'un simple paragraphe, d'un simple titre. L'opportunité qu'on a, la première opportunité hyper simple qu'on a avec Gut, c'est la barre d'outils. Donc je vous l'ai mis en rouge ici. Il y a pas mal de blocs dans la barre d'outils, ou dans la barre d'outils vous avez des options d'alignement. C'est principalement le cas sur des blocs, les blocs médias, les blocs embed, les blocs vidéo, les blocs groupe, bannières, etc. Là, typiquement, quand vous sélectionnez une option et que vous allez inspecter ce que ça donne, en fait, ça vient simplement ajouter une classe CSS sur l'élément. Donc, en gros, ça nous permet de travailler éventuellement une exception graphique à cet élément. Nous, la manière dont on utilise les alignements de manière, quotidiennement, c'est que ces différences d'alignement, donc on utilise principalement grande largeur et pleine largeur, ou bien le défaut. On s'en sert pour caler les éléments sur notre grille en fait. Donc là, vous avez un exemple avec du média. Vous avez je vous ai remis notre grille qui est sur un des projets là, qui est en haut, qui génère nos repères. Et du coup, la première image, c'est le comportement de l'image par défaut. Alors attention, là vous voyez une image qui est comme ça. Ça c'est l'image dans le cas où elle va pas aller plus loin que ça. Si l'image, la première, si elle est plus petite, en fait on va pas forcer sa largeur, sinon on va, elle va finir toute crado quoi. Donc le premier bloc c'est image, et après je vous ai mis à côté des classes. Alors en réalité je crois pas que ça s'applique sur image mais sur figure. Mais simplement vous avez la ligne wide et la ligne full, et du coup nous on s'en sert pour les caler sur
la grille qui nous permet de faire du wide et la grille qui nous permet de faire du full. Vous avez aussi un exemple. On se sert de la classe align full en fait pour générer une déco, par exemple sur une image, pour se dire que toutes les images qui sont en align full, par exemple, on leur applique une décoration. Donc ça, c'était l'exemple de la barre d'outils. C'est le premier niveau. C'est vraiment l'exemple tout con, mais il est hyper important. Ce qu'il faut retenir avec ça, c'est que à chaque fois, c'est une classe égale une spécificité égale une opportunité. À chaque fois qu'on ajoute une classe sur un élément, en fait, dans notre guide de style, ça va nous donner la possibilité d'imaginer un comportement, un layout différent pour ce même élément, en fait. On saisit l'opportunité ou on la saisit pas. On peut immobiliser, on peut très bien se dire qu'il y a des classes qui sont appliquées mais qui sont pas prises en compte. Mais on peut aussi très bien se dire que voilà, le align wide ou le align full, en fait, on veut s'en servir. Ça nous offre une opportunité en termes de créa de booster notre guide de style. Deuxième opportunité, c'est la barre latérale à droite. Où en fait pour certains blocs, la barre latérale comprend des styles qu'on peut sélectionner. Donc l'idée c'est que vous avez un seul bloc qui est un bloc fonctionnel auquel vous allez pouvoir attribuer des styles qui sont des rendus visuels. Donc on a vraiment une différence entre les métiers, quoi. Là vous avez l'exemple avec un bloc list par exemple, où sur le côté dans style vous avez list par défaut, list needs, enfin pour lister des besoins, et list type sommaire. Donc vous avez pas mal il y a pas mal de blocs Gutenberg natifs où il y a déjà des styles en fait qui sont proposés, notamment bouton par exemple, bouton ou citation. Il y a des styles supplémentaires qui sont proposés. Donc vous pouvez ces styles-là sur la colonne de droite, on peut les immobiliser en se disant si je sélectionne un style, ça fait rien. On peut les supprimer ou on peut en créer des nouveaux. Pour ceux qui veulent du mot-clé, vous pouvez chercher register style sur Gutenberg register style sur Google. Vous devriez trouver des trucs. Même moi, j'arrive à créer des styles pour des blocs, donc vous devriez y arriver. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois qu'on applique un style à un bloc, la classe qui est générée, c'est is-style-le nom du style. Donc là, typiquement, sur la liste, ça serait ul. isstyle quelque chose. On peut aussi ajouter un peu plus bas dans la colonne de droite des classes à la main, ce qu'on déconseille tout simplement parce que c'est le genre de truc qu'on oublie, c'est le genre de truc que le client c'est pas du clic-clic, donc à moins d'avoir des techs hyper attentifs comme client, les clients s'en sortiront pas. Donc voilà, en fait si vous avez besoin, enregistrer des styles, ça coûte rien. Petit exemple, c'est un truc tout bête. Ça nous permet dans un guide de style d'avoir un rendu de liste classique et un rendu de liste avec un style sommaire. Et tout simplement, fondamentalement, la liste reste une liste, sauf que en fait, on a des séparateurs de listes différents et on a une icône qui vient apparaître à partir du moment où il y a un lien sur la liste, tout simplement. Enfin voilà. Donc ça, c'est des exemples tout bêtes, mais là, c'est avec un seul style. On peut imaginer répéter ça de manière vraiment large. Un deuxième exemple avec des colonnes. Donc nous on a une manière de traiter les colonnes un peu, c'est une autre manière à nous en fait. Et notamment, donc dans le bloc colonne, il y a un bloc columns avec un S à la fin, comme les colonnes. Et après, vous pouvez sélectionner une colonne individuellement et ça devient une column. Et nous, ce qu'on fait de temps en temps, c'est qu'on attribue des styles aux colonnes sans S. Notamment pour faire des colonnes en exergue, par exemple, qui vont générer des fonds sur les colonnes et un padding différent. Ça nous permet, sur les pages marketing, par exemple, on utilise ça, et du coup, quand on a du contenu en colonne, ça nous permet de faire popper du contenu de manière plus efficace. Typiquement, dans la colonne de gauche, je sais pas si vous voyez ma souris, mais dans la colonne à gauche du bloc blanc, on va mettre de l'info, mode pourquoi tu dois télécharger ce document, il est super bien. Et sur la colonne de droite, dans la colonne blanche, on va mettre le formulaire où tu donnes ton mail et du coup on te refile l'info. Voilà, tout ça, ça se fait avec un style de colonne au singulier. Opportunité numéro 3, la palette et les textes dans la barre latérale. Voilà. Ce qu'il faut juste se dire, c'est retour dans la barre latérale. Vous avez typiquement, c'est un espace dans lequel vous trouvez la palette de couleurs de votre projet. En fait, à chaque fois que vous pouvez sélectionner une couleur,
Vous sélectionnez la couleur, vous allez voir le rendu HTML, vous vous rendez compte que chaque couleur sélectionnée a une classe particulière. Donc, ce qu'on vient de dire avant, c'est à partir du moment où vous avez une classe particulière applicable sur un élément, soit vous l'immobilisez, soit on se dit, tiens, dans mon guide de style, c'est une opportunité et c'est une spécificité que je dois traiter. En ce qui concerne les textes, à chaque fois que vous êtes sur des blocs de texte, dans la barre latérale, vous avez une liste déroulante qui s'appelle taille de police, où il y a des tailles de police prédéfinies. Alors, je vous déconseille fortement d'utiliser les tailles de police personnalisées, parce que pour le coup, si vous mettez les tailles de police à la main, notamment en mobile, ça peut vous poser des soucis. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les tailles de police préétablies par Gut, donc classique, small, large et largeur, ou huge. Avant, ça s'appelait huge. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est, on a vu ça et on s'est dit, bah en fait, c'est cool. Au lieu d'avoir une taille de paragraphe par défaut, bah en fait, déjà nativement avec Gut, dans notre guide de style, on va pouvoir traiter 4 tailles de paragraphes différentes. Du small qu'on va aussi utiliser pour les légendes, par exemple, pour les fic caption, du normal qui va être ma taille de texte classique, et après du large et du larger que nous on utilise notamment sur des projets éditoriaux pour des styles, soit des styles pour faire du chapeau dans des contenus, soit des styles pour je sais pas si vous arriverez à vous projeter, mais de temps en temps dans la presse, vous avez du contenu en colonne, il y a des textes hyper denses, et dans une autre colonne, en fait, vous avez un extrait du texte en fat, en fait. Et c'est typiquement là, on utilise le style large ou largeur, parce qu'en fait, ça nous permet de rythmer les contenus, de rythmer l'éditorial du site avec en fait des styles qui sont préétablis. Et après, c'est des styles de toute façon qu'on réplique ailleurs. Donc voilà l'exemple avec les paragraphes classiques et les tailles préenregistrées. Donc vous avez le paragraphe classique, c'est l'avant-dernier que vous voyez sur la droite. En dessous, vous avez le small et au-dessus, vous avez le large et le huge ou larger, etc. Si on va un peu plus loin, nous on se sert aussi de ces styles-là pour créer, pour register des styles sur certains blocs et en fait pour permettre à nos clients de bien séparer les métiers quand ils font souvent les clients. Ce qu'on observe, c'est que quand ils mettent en page du contenu, ils le mettent en page visuellement en fait. Ils ne le mettent pas en page en respectant la sémantique de leur balise. Là, typiquement, avec ce type de réflexion-là, vous pouvez très bien imaginer proposer de mettre un titre qui s'affiche comme un paragraphe, par exemple, ou un paragraphe qui s'affiche comme un titre, ou un titre qui s'affiche comme un autre titre. Voilà. Voilà pour cet exemple. Ensuite, là, on commence à entrer dans des thématiques où il va falloir être un peu plus concentré. On va parler de contexte. Il y a 2 niveaux de contexte dans une page. Le premier niveau de contexte, c'est celui-là. C'est un bloc exprimé de manière classique, ou un bloc exprimé, on va appeler ça en mode défaut. Il peut avoir une expression différente quand il est exprimé dans un autre bloc. Imaginons un média et texte en mode classique. Si ça se trouve, un média et texte, quand il est dans une colonne, on va pas vouloir qu'il s'affiche de la même manière. Par exemple, un média et texte en classique, on va garder le média à gauche et le texte à droite. Et à partir du moment où il est dans une colonne, on va vouloir forcer l'affichage du texte sous l'image. Et ça, en fait, c'est un contexte de colonne, mais dans notre guide de style, c'est un contexte qu'on va devoir identifier, en fait, et qu'on va devoir traiter dans le guide de style. Parce que du coup, si on ne le traite pas, soit si vous le traitez pas, vous avez déjà des comportements qui sont industrialisés en développement dans votre univers de dev. Et là, effectivement, si vous le traitez pas, si c'est déjà anticipé, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous n'avez pas tous ces outils-là et vous faites votre premier guide de style, c'est bien d'essayer de se projeter sur, voilà, mon bloc média et texte ou n'importe quel autre bloc. Quand il s'exprime par défaut, c'est quoi le rendu? Et quand il s'exprime dans un autre contexte, une colonne ou dans une bannière ou dans un truc comme ça, qu'est-ce que c'est son rendu dans ce contexte-là? Exemple, là pour un projet qu'on vous montrera juste après, on a créé des blocs push. L'idée des blocs push, c'est que c'est
c'est comme si c'était des médias et textes, on va dire, ou un autre bloc, on n'a pas encore défini comment on le mettra en place. Et ça nous permet de faire des pushes vers d'autres contenus du site, en fait. Bah là, typiquement, on a un comportement par défaut à gauche, que vous voyez, centré dans la grille. Et après, on a fait des comportements différents en fonction des colonnes. Donc typiquement, si je vous montre les colonnes plus tôt, vous voyez que nous, parfois, on fait des colonnes qui ont la même taille et parfois, on fait des colonnes qui ont des tailles différentes. Donc qui sont plus petites, plus ou moins petites. Bah, en fait, en fonction de la taille de la colonne, on a identifié du coup une exception de mise en page où bah typiquement quand on est sur la première colonne, la taille des images va pas bouger. Par contre, si on est sur une colonne réduite, bah en fait on va adapter la hauteur des images, la largeur sera en homothétique, etc. Donc on fait une petite adaptation du style et l'avantage c'est que à implémenter derrière, bah c'est anticipé et bah nos développeurs savent exactement où ils vont quand ils vont développer cet élément-là. On est toujours, avant je vous disais, rappelez-vous, une classe égale une spécificité égale une opportunité. C'est exactement pareil pour les contextes ou les containers. Ce que moi j'appelle container, c'est un élément dans lequel vous mettez votre bloc. Donc typiquement une colonne, une bannière, un groupe. Donc un container, c'est une spécificité. À partir du moment où c'est une spécificité, encore une fois, vous avez le choix. Soit vous la traitez, soit vous la traitez pas. Donc si vous la traitez pas, il faut indiquer que vous l'immobilisez. Et si vous la traitez, bah, c'est une opportunité créa. Donc il faut que dans votre guide de style, ça soit traité en créa et ça soit pris en compte. Enfin, une dernière opportunité, celle-là liée à WordPress et pas à Gut, c'est les modèles de page. Donc on est encore sur du contexte. Mais typiquement, on peut très bien imaginer que un de vos blocs, en fait, ait une expression différente quand il est sur une page ou quand il est sur une single ou quand il est sur la single d'un custom post type ou quand il est sur un modèle de page particulier. Donc là, si vous voulez exploiter ça, il y a alors là, j'espère que les designers qui font du WordPress, les développeurs qui font du WordPress connaissent leur template hiérarchie. Mais en tout cas, si vous êtes designer et que vous voulez explorer cette thématique, je vous invite à vous intéresser justement au template hiérarchie de WordPress. En réalité, c'est franchement simple à comprendre. Mais en fait, ça nous donne une indication vraiment, ça vous donnera une indication vraiment pertinente sur les manières dont vous pouvez créer des exceptions de mise en page, par exemple, pour vos contenus en vous basant sur des templates. Voilà. On peut très bien imaginer que le H1 sur une page, en fait, il est vraiment énorme. Et imaginons que sur un article, bon là c'est un autre exemple, sur un article, vous avez un conteneur blanc, votre H1, vous allez vouloir le réduire. Là, en fait, ce qui va définir la différence entre ces deux H1, c'est le contexte de l'article, donc le contexte du single. Là, je vous mets un autre exemple avec des listes. Sur notre site à nous, en fait, on a des pages où par défaut le fond est noir. Donc en fait, notamment quand on fait des listes numérotées, ou en tout cas quand on est sur un thème noir, notre tonique c'est le vert en fait. Et vu que le vert est pas du tout accessible sur un fond bleu, sur un fond blanc, pardon, quand on est dans un contexte d'article, chez nous les articles ils sont encapsulés dans des boîtes blanches. En fait, quand on est dans un contexte d'article, on remplace la couleur tonique verte par la couleur tonique bleue, et ça s'applique notamment sur les styles, sur les listes, par exemple, que j'ai laissé en UL, mais qui en fait sont des OL, si vous suivez le truc. Donc là, le contexte pour simplement. Un dernier rappel, un modèle de page égale une spécificité si je veux, égale une opportunité si j'ai envie de la traiter. Voilà. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est le modèle de page, le contexte ou la classe. À chaque fois, ça vous ouvre la porte, enfin, ça ouvre la porte d'opportunités créa. Donc, à vous justement de tirer parti de ça ou pas. Mais en tout cas, si vous en tirez pas parti d'une exception, notamment qui est identifiée par un style ou par une classe, en fait, il faut l'anticiper. On va attaquer du coup la thématique du jour, il serait temps, qui est de développer son guide de style. Donc, j'ai mis 3 enjeux
C'est des trucs qu'il faut pas oublier. Les enjeux d'un guide de style réussi. Alors ça, c'est selon moi. Hein. C'est pas, il y a aucune Wikipédia, je sais pas s'il dit pareil. Hein. Mais selon moi, les enjeux d'un guide de style réussi, c'est la maintenabilité. Typiquement, il y a un guide de style que je vais vous présenter, qu'on a commencé il y a maintenant 2 ans et demi, un truc comme ça, qu'on arrive à maintenir aujourd'hui, plus ou moins bien. Donc ça sera un exemple intéressant et aussi un contre-exemple de maintenabilité. La lisibilité, parce que c'est assez logique qu'au bout d'un moment, vous commencez un guide de style, vous le poursuivez, vous revenez 2 ans après, il y aura sans doute des blocs qui auront été créés, d'autres blocs qui auront été modifiés. Donc l'idée de la lisibilité, c'est de garder l'ensemble, c'est qu'on puisse s'y retrouver au fur et à mesure que le guide de style évolue. Et le dernier point, c'est la projection. Alors la projection, c'est hyper intéressant. Moi, je pars du principe qu'un guide de style qui fonctionne, c'est un guide de style sur lequel un développeur, par exemple, peut se dire, je m'attaque au design d'une page, par exemple, à partir du moment où il peut le faire, de manière, il y a même pas à dire plus ou moins réussi, mais à partir du moment où il y arrive, c'est que votre guide de style est plutôt bien monté, sans jeu de mots. Quelques bonnes pratiques et après on y va. Bonne pratique numéro 1, trier vos atomes, blocs, modules, vous appelez ça comme vous voulez, mais en gros, trier, faites des familles de blocs. Un des exemples que vous verrez, il n'y a pas tout qui est trié et vous allez voir qu'en termes de lisibilité et de maintenabilité, c'est un bordel. Et c'est pour ça que c'est un exemple intéressant. Numéro 2, définir les bons dénominateurs communs. Ni trop découpé, ni pas assez. La définition du dénominateur commun, l'idée c'est toujours de se dire qu'est-ce qui est de l'ordre de l'atome, qu'est-ce qui est de l'ordre du composant, en fait. Moi, je pense profondément qu'il y a des choses qui peuvent être communes à tous les projets, mais après, il y a des dénominateurs communs qui sont spécifiques à certains projets. Exemple, pour le dénominateur commun, un bouton, c'est quoi? Est-ce qu'un bouton, c'est un paragraphe plus quelque chose, ou est-ce qu'un bouton, on définit que c'est un petit dénominateur commun? Rien que ça, c'est déjà une grande question. Ensuite, identifier les comportements par défaut et les spécificités. Donc, c'est là que savoir détecter les classes générées par les styles ou les options, ça va être utile pour vous. Et c'est là que les connaissances de base en HTML pour reconnaître une balise, ça va être pratique. Et c'est surtout important. Donc, quand je disais que pour moi, ça fait partie de la palette de travail du designer de l'an 2021, du designer web, je suis pas en train de dire que un designer doit savoir intégrer, faire du dev. C'est juste savoir reconnaître du HTML et des classes, quoi. C'est pas grand chose. Ensuite, une fois qu'on a identifié les comportements par défaut et spécificités, c'est important d'identifier les options natives qu'on va dégager ou qu'on va immobiliser. Et le dernier point, qui est un des plus importants, parce qu'on n'y pense jamais, c'est anticiper la documentation des espacements entre les éléments. Et là, vous verrez un peu comment on s'y prend. On va partir. C'est dommage, Thomas de chez nous est pas là aujourd'hui. Il aurait pu nous faire le Ready to Rumble, le générique, mais bon, on fera sans lui. Exemple numéro 1. Je vais vous montrer un guide de style que on connaît très bien chez Fantassin, puisque c'est celui de la boîte, enfin c'est celui de notre site. Et il est intéressant parce qu'il y a plein de choses bien et il y a plein de choses pas bien. Déjà, vous voyez, si je dézoome, qu'il est un petit peu... Enfin, il est assez fourni. Il fait 70 000 pixels de haut. Il est assez fourni. Et du coup, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'est pas trop fourni? Avant d'entrer dans le détail et de vous montrer des exemples un petit peu, pourquoi est-ce que c'est un exemple? Pourquoi est-ce que c'est un contre-exemple? Tout simplement parce que sur ce que vous voyez là, on n'a pas du tout découpé les blocs par famille en fait. On a tous les blocs les uns en dessous des autres
Et du coup, en termes de lisibilité du guide de style et de maintenabilité, c'est super chiant. Si je dois maintenir le style liste, bah en fait, si ça commence à pousser vers le bas, je vais devoir décaler tous les éléments sur 50 000 pixels de haut, ça va être compliqué, quoi. Donc ça, c'est un des trucs sur lesquels bah, on s'est raté. Pour le coup, on ne le savait pas à l'époque. Maintenant, on le sait. À l'inverse, il y a des choses qui marchent bien sur ce guide de style et qui, depuis 2 ans, et qu'on continue d'exploiter depuis 2 ans, c'est donc les différents contextes. Donc là, vous voyez, il y a un contexte light sur la droite, parce que comme on s'ennuyait, on a fait un thème light de notre site. Et un autre truc qui marche vraiment bien sur cet exemple, c'est que en fait, on a beaucoup de breakpoints. On est parfois allé trop loin. Donc on a le 320, le 768, le 1024 et le 1440. On avait intégré le 600 aussi. Mais l'idée de ces breakpoints, c'était surtout de faire en sorte que de vérifier en fait que les choses que je design en 1440, bah, qu'elles soient viables quand même sur 1024. Donc là, on est allé un peu loin, c'est qu'on a traité tout, alors que normalement, on aurait dû traiter uniquement là où il y a juste un changement. Mais voilà, c'est comme ça, une après-midi, je sais pas, je devais m'ennuyer, donc on est parti là-dessus. En termes de lisibilité, il y a un truc qui peut être utile, c'est vous voyez des pastilles de couleurs en fait de temps en temps. C'est des pastilles qu'on indique pour signaler à l'équipe quand les trucs sont en train d'être bossés en design ou quand ils sont en train d'être développés. Donc en fait, c'est des petites pastilles de statut qu'on s'est mis sur les blocs bah, qui permettent à tout le monde de savoir bah, ça c'est en cours, ça c'est un work in progress graphique, etc. etc. Donc c'est aussi un autre point, c'est que bah, voilà, dans le guide de style, on a intégré des repères de communication. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer du coup plusieurs choses. Donc, on est bien d'accord. On va pas faire une démo. Là, pour le coup, à l'époque, c'était avec Sketch. On va pas faire une démo de Sketch, mais on est bien d'accord que votre guide de style, en fait, doit comporter tous les styles textuels de votre projet, en desktop et en mobile, à minima. Vous les nommez comme vous voulez. Nous, on fait en sorte de les nommer de manière hyper simple. Vous voyez qu'il y a tous les P, il y a tous les H, pagination, pull quote. En général, on prend la nomenclature qui correspond au nom du bloc Gutenberg. Donc ça, Sketch ou Figma, dans tous les cas, pour les textes, il faut des styles. Et s'il n'y a pas de style, à minima, il faut que quand je saisisse le texte d'un composant, bah, qu'il y ait un style. Ça se trouve, le texte du composant, il est en H3. Ça ne veut pas dire que ce sera un titre H3, ça veut dire que ce sera un style H3, mais au moins il y a un style et votre développeur peut travailler avec. Donc voilà, nous on traite ça de cette manière. Alors, je vais plutôt prendre le... Voilà. Quand il y a des choses qui changent pas, en fonction des options, on met des flèches. Et ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on traite la version par défaut. Donc, pour nous, le par défaut ou l'article, toute la question, elle est dans le fond. Donc, en fait, on traite à chaque fois le par défaut et en dessous, on traite le contexte. Donc, le contexte de page, c'est le dernier élément que j'indiquais tout à l'heure. On traite le contexte de page tout de suite après. Comme ça, on voit, enfin comme ça, au moins nos développeurs, quand ils bossent sur les paragraphes, ben en fait, ils bossent sur les paragraphes en page, enfin classique par défaut, et direct après sur les paragraphes, sur les articles. Vous avez la même chose sur les listes, où là où c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, mais aussi sur les fichiers. Donc voilà. Là, on avait vraiment traité toutes les options, simplement parce que comme on a une grille un peu tricky sur ce site-là, bah en fait il fallait qu'on vérifie sur les différentes résolutions que bah, les choix qu'on fait sur des résolutions autres, les choix qu'on fait sont viables quoi. Les formulaires, on a exactement le même truc, c'est que on a des choix de couleurs pour les notifs qui sont différents en fonction des contextes. Donc ça, il faut les spécifier. Et là, notamment sur les citations, vous allez commencer à voir des blocs rouges un peu partout. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce que c'est avec d'autres blocs. Voilà. Les blocs rouges, ils sont assez particuliers. C'est que, alors chez Fantassin, on a un côté assez flemmard. On aime bien rationaliser les choses. Donc en fait, nous, quand on rationalise aussi les espacements du site.
C'est-à-dire que sur les sites qu'on produit, on met pas n'importe quel espacement. On a des espacements, enfin, un espacement qu'on appelle le spacer. Donc, typiquement, c'est notre unité de base, donc 15 ou 30. Et après, en fait, on le décline en spacer XS, en S, en M, en L et en XL. Et en fait, tous ces spacers-là, déjà, à la base, tous ces spacers, ils ont le spacer large que je sélectionne là, par exemple, c'est large en desktop. Typiquement, c'est pourrait être super facile. Alors si d'arrêt, j'ai utilisé le Golden Ratio, mais j'y viens pas tout de suite. Je vais vous laisser tranquille avec ça aujourd'hui. Typiquement, on pourrait très bien imaginer que le spacer, il est en large en desktop à 120, mais que sur mobile, par exemple, il est à 90. Donc typiquement, le spacer mobile, ça serait un spacer, enfin le spacer large en mobile, ça serait un medium. Mais voilà, ne serait-ce que déjà ça sera vraiment bien parce que si vous pensez à vos collègues dev, ça leur permet de créer des variables d'espacement, de rationaliser l'ensemble et forcément de bosser un peu de manière plus efficace. Donc là, ce que vous voyez à chaque fois, je vais prendre cette pull quote. Donc là, si on regarde le bloc qu'on bosse, on est sur une pull quote. Donc là, on kill l'alignement left et right. On garde que les alignements classique, wide. Donc classique, il est là. Je vous montre la grille. Classique, wide et full, on l'a killé aussi. Je l'ai pas noté, mais on l'a killé. Vu que il est censé être en dessous et qu'il y a une flèche. Du coup, ces boîtes, elles nous servent à quoi? Alors, pour chaque bloc, ces boîtes nous servent à définir l'espace avant et l'espace après le bloc. Et elles nous servent notamment là à définir les espaces internes du bloc. Donc en gros, ça nous sert à définir les margins et les paddings. L'avantage, c'est que tonton ou tata développeur, quand ils viennent bosser ça, ou même nous, quand on vient faire le design d'une page mobile, en fait, on sait que là, on est à combien? On est à 120. Vous l'avez peut-être vu, mais il est pas 100% bien calé. Il est à 120. Et là, typiquement, on a la traduction du spacer interne et la traduction du margin externe. Donc ça, pourquoi c'est important? C'est important pour une raison simple que vous verrez sur l'autre guide de style, c'est les enchaînements d'éléments. Si dans votre guide de style, vous traitez pas les espacements avant et après, en fait, vous pourrez pas traiter les différents enchaînements entre les blocs. Et là, ça va commencer à être la merde parce que vous allez commencer à être victime un petit peu des styles individuels de chacun. Donc voilà. Un guide de style, pour info, on n'est pas obligé d'en faire une œuvre. Hein. Typiquement, nous, quand on fait les styles des colonnes, en fait, les colonnes, on les fait en contour. Hein. On va pas s'amuser à mettre du contenu dedans. Il y a les colonnes en contour et après, on a des règles qui sont déterminées. C'est que le premier élément d'une colonne n'a pas de marge au-dessus. Comme ça, il colle la bordure de la colonne. Et le dernier élément d'une colonne n'a pas de marge en dessous. Comme ça, il colle aussi en dessous. Voilà, encore une fois, vous voyez tous les spacers qui nous servent à définir soit les gouttières entre les colonnes, soit la taille qu'il y a avant entre deux colonnes. Les médias et textes, c'est exactement pareil. On est sur un guide de style, on n'est pas sur une œuvre d'art. Donc en fait, pour définir une image, on met un carré gris, quoi, ça marche très bien. Et ça permet de définir les médias et textes en défaut, wide et full. Donc là, encore une fois, la connaissance de Gutenberg et des styles, des alignements de base et des classes de base, en fait, ça va vraiment être hyper puissant pour vous parce que vous allez gagner un temps de dingue dans vos guides de style. Voilà, les images, etc., etc., etc. À traiter toujours la palette. Donc, sur un projet avec Gutenberg, vous avez toujours une palette de couleurs disponible. Donc, ça veut dire que cette palette doit être traitée dans votre guide de style. On verra des exemples juste après où, nous, ce qu'on fait, c'est que pour chaque élément de palette, on dit, si cette couleur, elle est définie en fond, qu'est-ce qui se passe pour la couleur du texte? Qu'est-ce qui se passe pour la couleur des strongs, etc., etc. Là, par exemple, vous avez ça. Ça, c'est le genre de truc
qui doivent être intégrés dans un guide de style. Donc ça, c'est votre palette. Et c'est en mode, bah, si mon BG, il est noir, mon texte, il est blanc. S'il est blanc, il est noir, là, noir, là, noir, là, noir. Ça, c'est tout bête. Mais ce qu'on voyait avant, c'est que, étant donné qu'une couleur de la palette Gutenberg, quand on la sélectionne, va générer une classe, bah là, ça permet de dire qu'une cover qui a un background vert, bah, je vais lui mettre un background vert et je vais lui mettre une color à black. Comme ça, tous les textes à l'intérieur, ils vont s'afficher en noir. Et comme ça, vous avez anticipé des effets de bord de couleur de texte avec une ligne de CSS, pas plus. Simplement dire, bah, si c'est ce background, tu mets une couleur noire, tout simplement. Voilà. Est-ce que, avant de passer au second guide de style, vous avez déjà des questions sur ce premier? Là, je vous montre aussi d'autres exemples avec les différents styles de boutons. Si vous avez des questions, soit vous pouvez y aller dans le chat, soit allumer votre micro et poser votre petite question. Bon. A priori, personne ne se lance. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'exemple numéro 2. Donc, l'exemple numéro 2, c'est un projet sur lequel on est en train de bosser. Je vais vous le montrer de loin pour commencer. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur ce guide de style-là? C'est que déjà, en termes de lisibilité, on est bien mieux. Alors, je ne sais pas si vous trouvez qu'on est mieux. Moi, je trouve qu'on est mieux. Donc, disons qu'on est mieux. Pour une raison simple, c'est que déjà, on a fait des plans de travail par type de bloc qu'on va designer. Donc, là, j'ai fait, par exemple, un plan de travail pour les éléments de texte, les éléments de médias, les éléments de mise en page et les éléments d'interaction. Les éléments d'interaction, c'est tout ce qui se clique, en gros. Chez nous, c'est à part. Donc ça marche mieux que le guide de style qu'on a vu juste avant. J'anticipe pour un petit message à Dareth. On va pas parler de nombre d'or dans ce guide de style non plus. Comme ça, il n'aura pas à poser la question. Donc, bon point numéro 1, c'est que les éléments sont classés en famille dès le début. Ce qui peut pêcher par rapport à ce guide de style-là, c'est que sur celui-là, en fait, on n'a que 2 breakpoints. Genre un breakpoint à 1440 et un breakpoint à 320. Donc idéalement, c'est un guide de style qui mériterait d'avoir davantage de breakpoints, notamment un 768 quand même pour vérifier que ça se comporte correctement, et éventuellement un 1024 pour certains éléments, pas tous, mais pour certains éléments, vous verrez plus tard. Là, on a par exemple un H1 qui a une taille de texte à 48. C'est con, mais rien que ce H1 à 48, il mériterait un breakpoint en 1024 pour vérifier que le 48, c'est pas trop costaud pour cette résolution-là. Donc voilà, plus de lisibilité égale forcément plus de maintenabilité. Le plan de travail le plus long, c'est celui sur les médias, celui sur les mises en forme. Donc vous voyez déjà, si je dois décaler des choses là, faut que je décale tout ça. Ça commence déjà à être un peu chiant. Donc on pourrait même décomposer encore ça. Mais en tout cas, c'est bien plus lisible, donc ça va se maintenir beaucoup mieux. Et il y a un truc tout bête, c'est que dans le découpage des projets, en fait, on va pouvoir vraiment découper le projet avec les développeurs en disant, en fait, on va d'abord attaquer l'implémentation de tout ce qui est bloc texte, et comme ça, ils savent exactement où aller chercher les blocs texte. Ils sont là. Donc, on disait les bons points, lisibilité, maintenabilité. Les points qu'on pourrait améliorer là-dessus, c'est plus de breakpoints. Moi, l'intérêt que j'ai, c'est pas de vous montrer des guides de style parfaits. En fait, c'est juste de vous montrer des guides de style qui juste différentes configurations et que vous puissiez voir cette configuration, il y a ça qui marche, là il y a ça qui marche mieux, moins bien, etc. Après, vous faites votre sauce. Le guide de style, ça reste un outil. Donc en fait, selon moi, c'est un outil que chaque agence doit construire lui-même parce qu'à partir du moment où vous construisez votre outil, vous comprenez comment ça marche. Donc voilà. Là après, du coup, c'est depuis on était passé sous Figma. Donc après, vous voyez que il y a tout qui est traité.
Vous voyez par exemple là, on a des listes avec les puces de liste qui sont en bleu et bah, on a anticipé en mode elles sont en bleu quand on est sur un fond blanc. Mais vu que en fait dans Gutenberg on sait qu'on a des groupes, des bannières sur lesquelles on peut appliquer des couleurs de fond qui correspondent à notre palette, bah en fait on a anticipé en se disant que si par exemple une liste, alors si on permet des groupes avec des fonds jaunes, si on permet, ça veut dire que si on ne les a pas immobilisés. Si on les permet, bah, la puce de la liste s'affichera en bleu. Si on permet du fond violet, la puce de la liste s'affichera en jaune. Et du coup, ça permet déjà aux développeurs de dire, ils connaissent la classe qui est générée quand on met un fond violet. Ça serait par exemple as-purple-background-color. Bah, ils savent que as-purple-background-color, bah, en fait, je prends la puce de la liste et je lui colle. Je prends le SVG de la puce et je lui colle juste une autre couleur de fond. Et basta. Anticiper, c'est réglé. On a anticipé le truc en une fois. Une ligne. Voilà. Là, vous avez un premier exemple où j'ai alors je vais virer ça. Où, du coup, je reconnais la balise HTML et après, j'ai mis ça, ul.tags. Parce que ça, typiquement, maintenant, c'est un truc qu'on n'a plus besoin de spécifier aux devs. Ça, ils savent que bah, ça va être un register style. Ça va être un style à créer pour les listes qui s'appelle tags et qui va générer un layout de ce type-là en mode par défaut. Et là, le tags, quand il est dans une colonne, bah, alors en fait, il faut que je vous montre les colonnes. Comme ça, vous voyez. Quand il est... Ah, faut que je vous montre. Alors, je vais vous faire la colonne en deux. Vous la visualisez. Imaginons ma colonne, c'est ça. Bah, en fait, quand mes tags sont dans une colonne, ils sont alignés à gauche. Tandis que quand ils sont... Je vais le laisser d'ailleurs, tiens. Comme ça, on le voit. Quand mes tags sont dans une colonne, ils sont alignés à gauche. Alors que le comportement par défaut, c'est qu'ils sont centrés. Voilà. Vous avez aussi d'autres styles en mode UL pour anchors. Bah là, ça veut dire que on a un style qui, en mode encre interne, c'est un style qu'on utilise par exemple pour faire du sommaire. Donc sur certains projets, on l'a appelé sommaire, sur certains projets, on l'a appelé anchors. Voilà. Vous avez d'autres. Là, c'est un truc intéressant parce que vous avez d'autres exemples. Avec là, on a traité le bloc pull quote, donc citation en exergue qui rend comme ça, et le bloc quote classique. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un bloc pattern citation plus image. Et là, encore une fois, le bloc pattern citation plus image, par défaut, il s'affiche comme ça. Et en fait, vu qu'on s'ennuyait, on s'est dit, bah, en designant les pages, on s'est rendu compte qu'il y avait une exception et qu'on se disait, bah voilà, en fait, ce bloc pattern, en défaut, il s'affiche comme ça. Par contre, quand il est dans un contexte de colonne, bah en fait, on veut juste garder les mêmes éléments. Mais c'est pas viable de l'afficher l'un à côté de l'autre, donc on va l'afficher l'un en dessous de l'autre. Tout simplement. Donc en fait, on a pris le bloc par défaut et après, on a traité l'exception. Voilà. Là, sur la droite, vous voyez, donc encore une fois, ça, on n'a pas changé. Il y a tous ces... Ils sont comme ça. Il y a tous les espacements. Donc là, vous voyez les espacements qu'il y a entre les éléments. Donc qui sont tout aussi importants que tout le reste sur vos maquettes. Là, c'est les exemples que je vous donnais avec les images. C'est intéressant aussi parce que sur les blocs images et sur d'autres blocs, en fait, on a créé un style qui s'appelle décoration et c'est simplement où le client, bah, il met une image par défaut. S'il sélectionne le style décoration, bah, en fait, on lui ajoute des éléments de sa charte sur l'image et ça permet de rythmer le contenu. Donc, vu que ça existe, bah, dans mon guide de style, il faut que je le traite et il faut que je le traite pour toutes les options. C'est-à-dire que là, c'est mon image par défaut. Là, c'est mon image en wide. Comme on est un peu chiant en wide, on a la décoration, elle est différente. Donc, ce qui change, c'est juste le positionnement des éléments et leur couleur, mais elle est quand même différente. Et quand on est en full, c'est pareil.
elle est comme ça. Et quand on est en full point décoration, c'est comme ça. Donc encore une fois, ça, c'est des choses qui sont à traiter dans vos guides de style. Petit élément, petit détour maintenant sur, je vérifie l'heure en même temps, on y est presque de toute façon, sur les espacements. Pourquoi est-ce que c'est important de prévoir les espacements? Là, je vais vous donner un exemple. Une image, nous, on a défini que par défaut, une image, elle a 120 pixels au-dessus, 120 pixels en dessous. Sauf que une image qui est en full, on a défini qu'elle a 200 pixels au-dessus et 200 pixels en dessous. Parce qu'on part du principe que l'image, quand elle est en pleine patate, en fait, elle va nécessiter plus d'espace blanc autour. Et du coup, c'est là où les espacements sont importants, c'est que typiquement, l'enchaînement, ça nous permet de préciser que l'enchaînement, par exemple, entre une image défaut ou une image wide qui est censée être à 120 de margin top et bottom, l'enchaînement entre une wide et une full, eh ben, c'est le full qui gagne, en fait. Et ça, c'est aussi un des gros intérêts du guide de style, c'est que vous devez être capable d'anticiper les enchaînements de blocs qu'il va y avoir, et notamment l'espace entre les blocs dans les différents contextes d'enchaînement. Donc là, ce qu'on vient de dire simplement, c'est que le développeur, il voit ces deux trucs, il dit, en fait, je vois que par défaut, la wide, elle a ça, et en fait, la wide qui suit une full, elle a ça. En fait, ils vont simplement vérifier si c'est la même chose aussi sur d'autres blocs, typiquement les blocs embed. Et si c'est aussi la même chose, on va voir, c'est aussi la même chose. Et ben là, en fait, en CSS, ils peuvent l'industrialiser, tout simplement, en faisant une règle d'enchaînement avec les sélecteurs ou quoi que ce soit. Voilà. Un dernier petit exemple d'exception, c'est ce que je vous montrais avant. C'est là, on a les colonnes, on a nos différentes options. Donc on a du 80-20, du 20-80, du 50-50. Et pareil, on a gardé un style push qu'on peut appliquer à des colonnes de manière individuelle. Et en fait, donc par défaut, ce style push, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute un fond à la colonne avec un padding qui est là. Et en fait, on a une autre exception, c'est que un style push qui suit un header de page, je vais vous montrer ça. Un style push qui suit un header de page, en fait, il vient grignoter le header. En fait, il vient le bouffer. Donc, il remonte au moins de 200 pixels. Ça, c'est une exception. C'est lié à une seule page, on est d'accord. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est pas lié à une page. C'est lié à un enchaînement. C'est lié à l'enchaînement de ce truc, de ce gros bloc bleu, avec cette colonne. Je suis conscient de l'enchaînement, du coup, je suis censé le documenter dans mon guide de style et il est là. Un autre exemple, et je terminerai là-dessus, c'est là par exemple le push. Ce qu'on a fait, c'est que on se dit que par défaut, une colonne en push, je vais lui mettre un fond bleu ciel. Et après, on s'est regardé, on a fait ouais, mais en fait, dans nos headers, nous on propose des headers clairs ou des headers foncés. Et on est bien d'accord que là, ça marche parce que le header il est foncé. Du coup, s'il est clair, on fait quoi? C'est une question. Du coup, c'est si on a un header qui a un fond en light blue, en fait, le push, ça marche pareil. C'est juste qu'on lui met une autre couleur. Donc ça, c'est voilà l'idée de ça. Ce qu'il faut garder en tête, c'est d'identifier tous les contextes dans lesquels vous pouvez croiser vos blocs. Les contextes d'enchaînement, là typiquement sur les boutons, l'idée c'est d'identifier les contextes que vous pouvez avoir en couleur de fond et en couleur de bouton, et simplement de lister ce qui est viable ou ce qui est pas viable. À partir du moment où c'est pas viable, en fait, les développeurs sauront que si ce truc-là est sélectionné, on lui applique quelque chose d'autre, simplement. On lui applique un style par défaut, par exemple. Donc voilà. On est voilà en gros pour ce live sur comment est-ce qu'on construit des guides de style en s'appuyant sur Gutenberg. Si je devais résumer, c'est on s'appuie sur Gutenberg déjà pour trier tous les blocs, modules, composants, atomes pour les trier.
Et on s'appuie surtout sur Gutenberg pour voir, en fait, quelles sont les variables, les variations qu'on identifie, en fait, notamment d'alignement, et quelles sont les exceptions qu'on peut créer de mise en forme, que ce soit avec l'ajout de classes manuelles, encore une fois déconseillé, et du coup que ce soit avec l'ajout de style, par exemple. Enfin, de style principalement. Voilà, on arrive au bout, il est 14h01, c'est la première fois, en même temps c'est mon deuxième live, donc c'est la première fois que je tiens le temps, ça fait un ratio de 50%, donc c'est pas plus mal. J'espère que vous aurez appris des choses. Vous voyez que le mobile est pas rempli, c'est normal, c'est un projet en cours, donc tant que le desktop est pas validé, c'est compliqué de se lancer à fond sur le mobile. Mais voilà, je vous invite vous avez le chat pour des questions, vous avez aussi le micro que vous pouvez ouvrir et vous pouvez poser vos questions. Alors Sylvain, la question de Mobile First, hyper intéressante comme question. En fait, pour le coup, nous, le mobile, on arrive aujourd'hui à l'anticiper dès le début. C'est-à-dire que la question du mobile, ce qu'on observe, c'est qu'un client arrivera jamais à nous valider une DA sur mobile. En fait, il voudra toujours la valider sur desktop. Parce que simplement il a besoin de la foutre sur une présentation ou il a besoin d'un truc grand sur lequel se projeter. Donc en fait chez nous le mobile il est traité avec des bonnes pratiques qu'on a généralisées. Typiquement on ne descend pas le texte. Enfin là on a un paragraphe à 18 points par exemple sur ce projet. Par exemple on l'a descendu à 17, pas plus, mais on n'ira jamais en dessous de 16 sur du paragraphe sur mobile. Et en fait, le mobile, on le traite avec tout un tas de bonnes pratiques qu'on a intégrées dans nos process classiques. Donc nous, on est capable de faire du mobile first ou du design optimisé mobile sans même faire le design mobile. Bonjour à tout le monde. Moi, j'ai une petite question. Oui. Je voulais savoir c'était quoi l'intérêt de faire valider le guide de style au client, du coup. Alors, en fait, dans notre process, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter que le client découvre Gutenberg juste avant la mise en ligne. Okay. Un des gros points de friction sur un projet, notamment en termes de timing, c'est la saisie des contenus. Donc en fait, nous, avant même de parler de design, on fait une première formation à Gutenberg au client. Et du coup, le client commence à découvrir la logique des blocs, mettre des blocs les uns dans les autres, etc. Et en fait, on lui fait valider parce que ça sert de retranscription visuelle à ce qu'il vient de voir en formation. Et aussi, en fait, lui faire valider les guides de style, ça nous permet d'avoir des échanges beaucoup plus riches quand on montre les créas. Ok, d'accord. Là, je vous ai pas montré effectivement les rendus créa. Vu que c'est un projet en cours, je vous montre le guide de style. Voilà, enfin, le truc est pas sorti, donc il faut aussi qu'on respecte un minimum le client. Mais l'idée, c'est surtout ça nous donne des clés pour avoir des débats qui ont du sens quand on présente les créas. Ok. L'autre question, c'est du coup, les développeurs, vous les faites intervenir au niveau des guides de style, mais vous les faites pas intervenir avant? Parce que moi, j'ai tendance à les faire intervenir assez en amont sur le projet. Je fais un tout petit peu de recherche utilisateur et j'aime bien avoir un petit intégrateur ou un développeur à côté de moi pour me dire si ma structure, elle fonctionne techniquement ou pas. Alors là, c'est encore spécifique à nous. En créa, on a la compétence de savoir si ça le fait ou pas en tech. Et si ça le fait pas, en fait, vu qu'on est tous rassemblés, alors déjà on fait des kick-offs d'avant-projet. Enfin, on fait des kick-offs. On a commencé à les faire. Donc ça permet à tout le monde d'avoir un brief précis du projet et dès le début d'anticiper les contraintes techniques. Le deuxième point, c'est que en créa, on a les compétences d'un T pour savoir si c'est faisable ou pas. Le troisième point, c'est que de toute façon, les intés, on les ajuste à côté. Donc, si on a une question, en général, chez nous, il y en a un qui se lève, il va au tableau, il pose sa question, il a la réponse tout de suite, et puis on peut attaquer. Donc, Okay. en fait, on est dans un dialogue constant où, à la moindre hésitation, soit on sait que c'est faisable, parce qu'aujourd'hui, faut être clair, rien n'est infaisable en intégration. Enfin, c'est fini cet argument, en fait. L'argument ah non, ça, on peut pas le faire. Ça, aujourd'hui, c'est fini, c'est des conneries. Bah, ça dépend du contexte, quoi. Ouais, voilà, en fait, mais aujourd'hui,
en CSS, rien n'est infaisable. Ça n'existe pas, ça. Ok, et ben merci pour tes réponses. En tout cas, Bah, c'était je vous en chouette prie. comme webinaire. Eh ben, tant mieux si ça a pu vous servir. C'est avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, parmi les options Figma, vous n'utilisez pas le mode prototype pour voir les maquettes interactives. Oui, on l'utilise de temps en temps quand même avec les clients. Mais c'est encore d'arrête. Mais t'as fini avec tes questions d'arrête. On l'utilise, ça dépend du niveau de présentation. En fait, on va pas l'utiliser sur tout. Simplement, on va toujours faire une presse où on va nous driver la presse. Et après, en fait, on va livrer un proto cliquable ou des images en fonction de ce dont le client a besoin pour ses validations internes. Ça, c'est voilà, on a des clients qui ont besoin de faire valider les choses, mais de manière macro, en fait. C'est en mode, c'est eux qui décident, mais ils ont juste besoin de montrer que ça le fait. Donc, ils peuvent avoir accès au proto super simple, etc. Et il y en a d'autres où on va faire du prototype, notamment là sur le projet que je vous ai montré, on l'a fait pour, on avait proposé 2 types de navigation. Et du coup, on a fait un proto par type de navigation parce que ça nous semblait pertinent pour se projeter. Donc, on va pas faire du proto pour du proto, mais on va faire du proto quand ça amène quelque chose. Guide de style minimum pour chaque projet. Pardon, la question de Lucas, c'est guide de style pour chaque projet ou en fonction du budget. Il y a un guide de style minimum desktop mobile pour chaque projet qui est vendu. Après, effectivement, il y a la question des différents breakpoints qu'on traite. Et du coup, je peux payer sur la question d'après, si on suit les breakpoints de Gut ou si on met en place les autres. En fait, on suit nos propres breakpoints à nous. Gut n'impose pas de breakpoint du tout. C'est le thème qui va poser les breakpoints. Parce que ça, c'est une question de CSS. Donc, on fait minimum sur chaque projet 2 breakpoints mobile et desktop. Et s'il faut en traiter plus, bah, c'est du budget en plus. Donc, si typiquement, si demain, je sais pas, si demain, je sais pas, il y a un truc qui sort en 650 de large ou qu'on est sur un marché où le 768 est hyper stratégique, bah là en fait c'est un breakpoint en plus et donc c'est du taf en plus. Donc on le facture. Mais c'est guide de style sur tous les projets parce que bah ça nous permet d'avoir un niveau de qualité qui est supérieur en fait. C'est à chaque guide de style d'un projet, ça nous permet d'industrialiser notre méthode sur les projets suivants. Et c'est principalement ça l'objectif. Et en fait, on n'est pas prêt aujourd'hui à se dire bah en fait on n'a pas trop de sous donc on fait pas un guide de style parce qu'indirectement c'est nos développeurs qui vont le payer parce qu'ils vont être paumés. Et si nos développeurs le payent, bah c'est nous qui le payons en fait. Et si nous on le paye, bah c'est le client qui va le payer. Donc au final tout le monde est perdant. Donc pour des questions de qualité, dans tous les cas comme on a des prix planchers en dessous desquels on peut pas aller, ces prix planchers, ils intègrent le guide de style minimum. Et du coup, sur les breakpoints, 0,768, 769X, on va, en général, c'est 0,767, 767 1024, 1023, pardon, et 1024 et plus. Voilà. Et ben, s'il n'y a pas de questions, ben, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre présence. Tous ceux qui s'étaient inscrits, vous aurez un lien pour retrouver le live avec le support. Et puis voilà, je vous invite à nous suivre pour les prochains. Le prochain live va être dans un peu moins d'un mois. C'est mon comparse, mon duo, ma femme, comme je l'appelle, Florian, qui prendra la main justement pour développer en fait un guide de style, pas pour le construire d'un point de vue design, mais pour le développer avec Tailwind notamment. Donc je vous invite à rester dans le coin si ça vous intéresse. C'est pour un peu moins d'un mois.
Merci à tous d'être venus et puis à bientôt. Salut Geoffrey, c'est Adrien. Merci beaucoup, c'était cool. Ouais, je t'en prie. Au plaisir. Au plaisir, ouais, à plus.